C'était des hommes qui avaient une conviction profonde au point, je le dis vite fait, au point qu'ils s'opposaient parfois à des décisions prises par Senghor. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, nous revoilà sur Afrique 1 et dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, donc, j'ai les mêmes acteurs qui étaient là pour la Guinée, et le président Lansine Camara de l'Union internationale des journalistes africains, M. Fodé Souma, donc originaire de la Guinée mais vivant en France, retraité et auditeur donc, et retraité, et M. Moustapha Dramé, un acteur politique qui a créé son mouvement le Sénégal au cœur. Voilà, le Sénégal au cœur, et qui apporte son soutien au mouvement de Ousmane Sonko, le PASTEF. Donc nous allons maintenant parler du Sénégal. Le président Lansine Camara est revenu du Sénégal il y a tout juste une semaine, et vous y avez passé un mois, et un mois au cœur de la politique sénégalaise avec les membres de PASTEF, parce que rappelons-le que vous avez donné le prix Myriam Makeba au premier ministre du Sénégal, donc président de PASTEF Ousmane Sonko. À ce titre, donc, vous vous êtes rendu au Sénégal et sur invitation donc, du parti PASTEF. Eh bien, le doyen Camara, donc, qu'est-ce que, une fois au Sénégal, vous avez également organisé une conférence de presse? D'abord, j'ai rencontré des acteurs du Sénégal au cœur, tels que notre ami Dramé, mais je remercie surtout l'entourage du président Ousmane Sonko, les Moustapha Diop, Mme Votre ami aussi, Tchernolo. Tchernolo, bien sûr, voilà, qui m'ont bien reçu. Et la séance de travail à la primature a été une séance excellente. Je leur ai donné mon point de vue. Le trophée Myriam Makeba attribué à Ousmane Sonko n'est pas un chèque en blanc. On lui a attribué le trophée Myriam Makeba le 18 mai 2024 à Paris pour que le Sénégal réellement avance. Il a la chance d'être jeune. Il a la chance d'avoir les mêmes convictions que Cabral. Ils ont la chance d'avoir ce que j'appelle avoir lu des intellectuels de renom comme Cheikh Anta Diop. Mais maintenant, ce qui manquait, c'est la jeunesse, la force de caractère, force morale, force physique. Et ils ont tout ça. Et entre-temps, à Dakar, d'autres jeunes osent quitter le Sénégal, prendre le bateau pour venir en Europe. Donc le président Bassirou, avec sa modestie habituelle, est allé saluer d'abord les corps, s'incliner devant la souffrance des familles et dire qu'il faut prendre des mesures radicales contre le départ, effectivement, de la jeunesse sénégalaise, du Sénégal pour je ne sais quelle Europe. Je salue tout ça. Maintenant, on leur a donné le trophée. Nous voulons, nous, les encourager. Vous savez, je leur ai dit ça quand on a eu la séance de travail à la primature. Moi, je remercie la très belle lettre que Ousmane Sonko a bien voulu m'envoyer. C'est une très belle lettre. Mais entre les actions et les paroles, nous voulons des actions. Vous savez, je vous le dis vite et bien, des gens comme, à l'époque, Valdiono Ndiaye, Mamadou Ndiaye. Eh bien oui, c'était des hommes qui avaient une conviction profonde au point, je le dis vite fait, au point qu'ils s'opposaient parfois à des décisions prises par Senghor. Et Senghor, entre-temps, me disait, quand j'avais écrit L'Afrique noire est bien partie, me dit à ton Cheikh Anta Diop, à tes Moustapha Majemoud Diop, de cesser de me taper dessus. Et Senghor m'a même dit ça. Mais toi, tu as l'air d'être très calme. Tes amis, c'est-à-dire parlant de Cheikh Anta Diop, eux, ils ne sont pas aussi calmes que toi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la chaise présidentielle, c'est le fauteuil présidentiel. J'ai dit, mais à Senghor, mais il le mérite. Si ils peuvent apporter ce qu'aujourd'hui les Ousmane Sonko et les Bassirou apportent, ils ont le droit. Eh bien oui, il faut donc comprendre la jeunesse. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un très bon mois de machin à Dakar, à travers mes amis, certains amis comme lui d'ailleurs. On a passé de très bons moments, on a fait de très bonnes conférences, mais ce n'est pas un chèque en blanc, parce que
le combat ne fait que commencer. Novembre, est-ce que PASTEF aura la majorité? Voilà des questions auxquelles il faut répondre. Donc, moi, je vais être avec eux dès lors qu'ils continuent à travailler avec conviction. Parce que n'oubliez pas, un continent qui perd sa jeunesse, perd son avenir. Et honnêtement, alors qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui, c'était quand on amenait les gens de Gorée, on leur mettait la chaîne au cou et aux pieds pour les amener partout dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. C'est inacceptable, anormal que des jeunes Sénégalais pouvant vivre aujourd'hui au Sénégal prennent des pirogues pour venir mourir dans les océans occidentaux. Je suis fier de le dire à Dakar, je suis fier de le dire face à l'Afrique, je suis fier de le dire bientôt, samedi prochain, lors du prochain débat. L'Afrique est en marche, rien ne doit nous arrêter, avec Fodé, avec mon ami évidemment Dramé, et avec l'animateur Solikara. Alors, M. Fodé Silla, voilà Fodé Souma, excusez-moi. Voilà le grand plaidoyer du doyen Lansana Camara. Donc, et que pensez-vous aujourd'hui? Parce on a parlé de la Guinée tout à l'heure, donc maintenant on parle du Sénégal. Est-ce qu'à votre avis, tous les pays d'Afrique se ressemblent? Oh non, je dois dire, parce que le Sénégal, je le connais peu, c'est vrai, mais je l'ai connu dans un temps passé où j'ai constaté que tout le monde parle de panafricanisme. Le Sénégal pratique le panafricanisme. Pourquoi je dis ça? Pendant des années de tyrannie d'un pays voisin, que je ne veux pas citer, mais vous comprenez tous, près de 2 millions de Guinéens ont été accueillis au Sénégal et ont très bien vécu. C'est ce que je retiens. Bien intégré. Bien intégré, tout. Donc, c'est ce que je retiens essentiellement du Sénégal. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est encourager cette jeunesse, n'est-ce pas, de faire avancer le Sénégal dans ce domaine-là, d'accueillir tous les frères africains, parce que, contrairement à ce qu'on dit ici maintenant, l'immigration est une richesse. Seulement, l'immigration de l'Afrique vers l'Europe est une faute grave. C'est une faute grave due, encore une fois, à la carence de gouvernance de nos pays. C'est tout ce que je peux dire du Sénégal, parce que je ne connais pas. Il y a très longtemps que je suis parti du Sénégal, mais j'observe que vraiment, cette jeunesse est vraiment nimbée d'une dynamique forte et qui peut faire avancer le pays. Je leur souhaite vraiment bon vent pour un pays aussi accueillant. Monsieur Dramé Moustapha, donc vous connaissez très bien le Sénégal parce que vous êtes sénégalais et vous avez même un mouvement donc, que vous avez créé et qui aujourd'hui s'est rallié au mouvement PASTEF. Alors, donc, votre pays, donc, il y a 6 mois, un duo arrive au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Donc maintenant, l'Assemblée nationale doit être renouvelée parce qu'elle a été dissoute. Donc on est en pleine campagne électorale au Sénégal. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire de votre pays depuis 6 mois? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un changement fondamental? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est commencer par féliciter le président Diomaye et féliciter le Premier ministre Sonko, en même temps féliciter tous les membres du gouvernement et féliciter les membres militants et sympathisants du PASTEF et puis tous les partis alliés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils viennent de loin. Ils viennent de très loin. Et quand on mesure les caractéristiques de leur trajectoire sociopolitique depuis les 12 années de Macky Sall, on se rend compte que si on devrait expliquer pour ceux qui sont croyants, on dira juste que la main invisible de Dieu était là. Parce que c'était inimaginable que l'un d'eux ait pu en arriver à ce sommet, à la sphère étatique. À la tête du pouvoir. À la tête du pouvoir. C'était inimaginable. Le Sénégal était dans un drame. Le Sénégal était dans une situation diabolique par
je dirais, les méthodes machiavéliques de Macky Sall. Et on avait peur les uns des autres. On se méfiait les uns des autres. On ne savait plus rien quoi dire. On ne savait même pas s'il fallait prononcer son nom ou son prénom, s'il fallait même dire que ça c'est bien ou ça c'est mal. Tellement le Sénégal était dans une situation chaotique. Donc, cette élection de 2024 est venue libérer les Sénégalais. La parole est devenue un peu plus libre maintenant, sauf des cas extrêmes bien sûr, parce que la liberté de penser, la liberté d'expression sont fondamentales, surtout pour vous les journalistes. C'est le b.a.-ba de toute société. Donc, oui, moi je dirais que le seul fait qu'il soit arrivé au pouvoir est déjà un changement. Pourquoi? Parce que quand on part de l'idée initiale, du programme initial, qui est que il s'agit d'une rupture, il fallait déconstruire l'ancien système. Mais tout ça déjà, cette phrase-là déjà est un programme. Comment arriver à une rupture et déconstruire l'ancien système qui existait depuis 1960? Et d'ailleurs, il y a amalgame ou alors langage politicien quand les gens disent que Sonko est un produit de l'ancien système. Ce n'est pas vrai. Sonko parle du système de magouille, du système de corruption, du système de nous entre nous sans les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du système écosystème de l'éducation, de la... Non, non, non. Sonko parle du système qui a dévasté le Sénégal avec la corruption. Voilà. Voilà. Oui, avec, voilà. Ça, c'est juste pour mettre les points sur les i par rapport à ça. Alors, le président a dit une chose tout à l'heure, il a dit le trophée que vous avez remis à Sonko. Ce trophée-là, pour moi, c'est une matière première. C'est une matière première qu'il doit façonner en se rappelant tout le temps que ce trophée lui a été donné pour un combat bien déterminé, autant pour les Sénégalais que pour le panafricanisme, et qu'il faut donc qu'il s'identifie toujours à cette appartenance-là et qu'il n'oublie pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il doit faire. Donc le trophée-là a cette signification et je pense qu'il ne l'oubliera pas parce qu'il doit l'avoir au chevet de son lit. Alors, je voulais faire les enjeux. Oui, une toute petite parenthèse et je souhaite quand même que vous nous fassiez le scoop. Vous étiez chez Idrissa Seck. Ouais. Mais pourquoi il y a eu rupture? Alors, il y a eu rupture parce qu'il faut dire une chose déjà. Je suis devenu idiste en 2004. Là, j'ai employé le mot idiste. Je suis devenu idiste en 2004 quand Idrissa Seck a été victime de Abdoulaye Wade. J'ai diagnostiqué, j'ai analysé, j'ai évalué. Je me suis dit non, il y a trop d'injustice. Donc c'est par la porte de l'injustice que je me suis lancé en politique en allant vers lui comme si j'étais son avocat défenseur. Donc par l'injustice et par Idrissa Seck, je suis devenu plus ou moins dans le temps réumiste. Je suis donc venu idée. Bon. Maintenant, il se trouve que depuis cette période à aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je ne suis plus une valeur ajoutée dans le parti. Et pourtant, j'ai donné. Toi, tu me connais dans la diaspora ici, j'ai assisté à tous les combats ici. Tous les combats contre Macky Sall, partout les marches, les grèves, partout où j'étais. Parce que j'étais justement secrétaire général et porte-parole de Réumi France. Et en même temps, j'étais le président de la commission communication de RDS Réumi Diaspora Stratégie. Donc, j'ai participé à tous les combats, ici au niveau de la diaspora, comme au Sénégal, ma commune, et à Dakar. J'ai participé à tout. Et sans discrétion, je vais dire tout à mes frais. Voilà. Donc, arrivé à un moment, j'ai vu que je ne pouvais plus rien apporter à Réumi. Du coup, j'ai tiré la conséquence que Réumi ne peut plus rien m'apporter. Et du coup, avec ma base ici, ma base à Dakar et ma base à Marsassoum, on a voté. On a voté pour dire est-ce qu'il faut continuer ou partir. Mais auparavant, depuis 2019, mes amis m'avaient déjà dit de quitter. Depuis 2019. Tous mes amis m'ont dit, non, quitte le Réumi, ça ne t'apportera rien, tu ne peux plus rien apporter, tu ne progresseras pas. Mais j'avais donné ma parole, ma loyauté au président. Mais quand il y a eu le bras de fer entre Idrissa Seck et Déthié Fall, son numéro 2, donc vous avez choisi d'aller avec Idrissa Seck. Oui, je suis resté
idiste toujours, réumiste toujours. J'ai défendu ce que j'appelle le réumisme. J'aurais pu aller avec Déthié, c'est un ami. C'est un ami, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis peut-être coupable et victime de ma loyauté, que j'assume d'ailleurs. Ma loyauté, c'est ce que beaucoup de gens m'ont reproché dans ces dernières années en me disant tu pourrais être plus productif ailleurs qu'en restant dans Réumi. Mais ma loyauté, je la voulais. Seulement quand je suis arrivé à la frontière où mon visa était périmé, il fallait que je change. En changeant, donc je n'ai pas changé tout seul, j'ai demandé l'avis de tous ceux qui m'entourent. Et tous m'ont dit non, basta, ça suffit, on change de camp. Il fallait donc voir ou bien aller dans l'opposition ou alors accompagner la majorité présidentielle. Nous avons décidé d'accompagner la majorité présidentielle parce que nous avons senti qu'ils vont réussir. Nous avons senti qu'il y a des éléments, des arguments. Nous avons senti qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de l'espoir. Nous avons senti que s'ils arrivent à faire la rupture, s'ils arrivent à déconstruire l'ancien système, et si la réédition des comptes va jusqu'au bout, nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui imposera le Sénégal dans le monde entier. Donc c'est pour cette raison que nous croyons en ces jeunes. Nous croyons en leur vision programmatique. Nous croyons au référentiel 2050 qu'ils viennent de présenter. Nous croyons aux acteurs politiques qu'ils représentent. Parce que je me dis toujours, quand on a traversé une trajectoire aussi difficile, quand on est sorti de l'enfer, on n'aime pas mettre les autres dans l'enfer. Et on cherche plutôt les solutions à améliorer ce qui doit être fait, ce qui doit être dit et ce qui doit être partagé et distribué de façon éthique, de façon morale, et je dirais même de façon logique, légitime. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi de soutenir le PASTEF. Nous ne regrettons pas et nous assumons. Moi, mon passé politique, je l'assume parce que je suis resté 20 ans dans le même parti. Et 20 ans où personne ne m'a jamais rien reproché, 20 ans où j'ai tout donné, 20 ans où j'ai tout fait de moi-même, 20 ans où j'ai jamais demandé un centime au parti. Donc, j'assume totalement le changement quand il s'impose à moi. La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. Il était nécessaire à un moment donné que je tourne l'ancienne page, que j'aille avec ces jeunes-là. Si je peux servir quelque chose, tant mieux, je le ferai. Si je ne peux pas servir quelque chose, ceux qui m'entourent ont peut-être une force, une compétence ou quelque chose à produire ailleurs, je les accompagnerai. Mais moi, je crois en ce gouvernement-là, je crois en ces jeunes-là et je suis sûr qu'ils vont lever le défi. C'est pourquoi le Sénégal au cœur les accompagne et nous les accompagnerons jusqu'au bout. En tout cas, très claire explication. Alors, le doyen Lansana Camara, vous qui venez récemment du Sénégal, donc comment vous trouvez l'ambiance politique? Mais il faut qu'il gagne sur le plan de la communication. Parce que l'opposition est très organisée en matière de communication et surtout en matière de désinformation. On ne peut pas dire à cette jeune équipe qui est là il y a à peine 7 mois de faire en 7 mois ce que les autres n'ont pas pu faire en 12 ans. Ce que les autres ont détruit en 12 ans plutôt. Donc, ils sont tellement bien organisés dans la désinformation que ce que je crains, c'est qu'il faut que Ousmane Sonko et Bassirou aient des journalistes responsables, capables d'argumenter sur des faits, pas sur des idées bêtes. Il faut que ce soit sur des faits. Je salue par exemple le fait que le prix des denrées a baissé. Aujourd'hui, le sucre, le riz, le prix a baissé. Je salue le fait même que quand les étudiants se plaignaient de l'université Cheikh Anta Diop parce que les bourses n'étaient pas payées, Ousmane Sonko et Bassirou s'engagent à payer les bourses. Je salue le fait même que nous pouvons aller aujourd'hui au Sénégal organiser des débats démocratiques avec l'opposition. Oui. Le problème, c'est ça. L'opposition, quand Macky Sall était là, tu ne pouvais rien dire, ni à la télé, ni sur les réseaux sociaux. Tu pouvais te faire massacrer. Aujourd'hui, l'opposition peut m'inviter, peut inviter notre ami Dramé, peut inviter Solikara pour faire des débats pour que le Sénégal avance. C'est ça aussi, c'est important. Alors, ce que je voudrais, que Ousmane Sonko et Bassirou soient bien entourés en matière de communication et surtout en matière de gestionnaire. Nous ne voulons pas des gens qui viennent pour s'enrichir en si peu de temps. Nous voulons des gens de conviction et qui disent, avec cette jeunesse,
Il n'est pas question de décevoir ce qui se passe. Il n'est pas question de décevoir les projets. Je fais confiance en la jeunesse sénégalaise et je voudrais qu'il y ait des Bassirou et qu'il y ait des Ousmane Sonko en Guinée, un peu partout en Afrique. La paix avec une nouvelle jeunesse organisée, une jeunesse motivée, comme le faisaient les cavrales de l'ancienne génération. Messieurs, mesdames, je salue face à l'Afrique et je salue bien sûr les jeunes frères qui ont alors bien animé ce débat. J'espère qu'on ira loin. Alors, M. Souma, si aujourd'hui vous devez donner un conseil à ce jeune gouvernement sénégalais, un conseil de sage, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais de ne pas être ingrat. C'est très important. Et surtout, de veiller à respecter la démocratie, comme vient de le dire le président Lansiné. Cela se traduirait par la liberté de penser, la liberté de parole. C'est ça qui peut développer qui peut permettre de développer des initiatives susceptibles de faire avancer le pays. C'est tout ce que je peux dire, parce que comme je vous ai dit, je ne connais pas bien le Sénégal. Alors, donc, M. Dramé, oui. La même question, par exemple, donc, même si vous soutenez le régime, mais si vous avez un conseil à leur donner. Alors, un conseil à donner, si vous permettez, juste un mot sur les enjeux de la prochaine élection du 17 novembre. Voilà, exactement. C'est très, très important. C'est pour dire aux Sénégalais, prenez votre exemple personnel. Vous ne pourrez jamais travailler si vous n'avez pas d'instruments. Ce n'est pas possible. Là, on travaille parce que nous avons des instruments. L'Assemblée nationale, c'est l'instrument du gouvernement. Si vous voulez que ce gouvernement réussisse, il faudrait coûte que coûte lui donner une majorité écrasante. Parce que c'est à l'Assemblée que l'on vote les grandes lois qui vont aller mettre en place les actions régaliennes. Le président peut signer un décret pour telle ou telle chose, mais c'est l'Assemblée qui décide le budget. Et sans budget, ce n'est pas possible. Donc les enjeux, c'est ça. Si vous voulez que si vous voulez que ce gouvernement réussisse, il faudrait forcément arriver à lui donner une majorité écrasante, en tout cas, pas écrasante dans le sens mécanique ou violente du terme, mais une majorité au minimum ce qu'on appelle la majorité absolue. Voilà, au minimum au 4/5e, de façon à dérouler son programme le plus facilement possible. Et je suis sûr qu'ils vont réussir. Le conseil, c'est de leur dire que nous avons les énergies, le pétrole, le gaz qui ont commencé à être exploités. Ils sont en train de mettre en place les coopératives agricoles communes. Et moi, je crois en la terre. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Alors, donnez la priorité à tout ce qui concerne les grandes souverainetés du Sénégal. Toutes les grandes souverainetés. Ce sont les axes de développement vers lesquels il faut aller. Les grandes souverainetés, qu'est-ce que vous entendez par là? Les grandes souverainetés, par exemple, la souveraineté agricole, alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire est une nécessité absolue si on arrive à mettre en place ce que j'appelle la théorie des avantages comparés, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque territoire, en fonction de ce que l'on sait produire là, produire en même temps, transformer en même temps, et de zone à zone, on implante les petites entreprises qui vont transformer tout ce qui est produit localement. Et en produisant localement, on emploie les habitants du même terroir qui donc forcément ne vont pas faire la noria entre la ville et le village. Donc cette souveraineté alimentaire, c'est une nécessité. La souveraineté judiciaire. Il faudrait que la justice ne soit plus à l'image de Macky Sall. Plus. Ça, il faudrait que ça s'arrête. Instrumentalisé. Une souveraineté industrielle. Pour le moment, l'État ne peut pas investir dans les grands investissements. D'ailleurs, Chirac disait toujours, quand l'État investit en grand capital, il le fait mal et ça coûte cher. Mais au moins accompagner un secteur privé dynamique avec des allègements fiscaux, avec des orientations et surtout une chose qui est très importante quand on veut développer un pays, il faudrait qu'on rattache les allègements fiscaux aux conditions d'implantation des entreprises de façon délocalisée. Toutes les entreprises qui acceptent d'aller se
localisés dans les régions vont alors bénéficier de fiscalité ou en tout cas de régime fiscal plus abordable pour les inciter à s'éparpiller un tout petit peu dans le pays. Et donc, puis il y a aussi le transfert de technologie. Le transfert de technologie, ils ont parlé de patriotisme que je soutiens. D'ailleurs, tous les panafricanistes soutiennent ça, le transfert de technologie surtout, mais moi j'appelle ça le patriotisme rationnel. Le patriotisme rationnel. On ne peut pas dire qu'ailleurs, ce qui est à eux ne peut jamais être à nous parce qu'on est différents. Non, on s'enrichit mutuellement. Mais il faudrait du gagnant-gagnant. Le patriotisme rationnel, c'est ça. Je vais chercher chez les autres ce dont j'ai besoin, ce qui marche ailleurs, à condition que ça se fasse dans la transparence et non pas par des dessous de table et non pas par des corruptions. Dans ces conditions-là, oui, le patriotisme économique ou le patriotisme industriel peuvent aussi créer cette souveraineté que je viens de dire. On parle de patriotisme monétaire. Le Sénégal seul ne peut pas sortir du CFA sans, je dirais, une connexion. Voilà, sans une connexion. Donc, pour moi, ça, c'est un processus. Ça ne se fait pas de façon mathématique ou comme un théorème mathématique. Non, la sortie du franc CFA est certainement irréversible, mais elle se fera dans, je dirais, dans une mixité de réflexion par rapport aux autres Africains qui utilisent le CFA, mais par rapport à la société mère, entre guillemets, qui jusqu'à présent a sa même mise sur ce problème-là. Donc, il y a toutes ces souverainetés qu'il faut voir. Je pense, d'ailleurs, au niveau de la pêche aussi, ils sont en train de développer une politique qui, à mon avis, finira par réussir. Un secteur clé au Sénégal, un secteur clé, oui. Ça va, je suis sûr qu'ils vont aboutir, ils vont réussir. Donc, pour finir, tout simplement, pour ne pas allonger le débat, c'est juste pour vous dire que si je dois leur donner un conseil, il a dit quelque chose qui m'a semblé, d'ailleurs je l'avais dit très longtemps, juste après les élections. Les meilleurs communicants sont à PASTEF, au PASTEF, ça il faut le dire. La jeunesse qui entoure, la jeunesse qui compose le PASTEF, intellectuellement est une jeunesse très dense. Ça conçoit du PASTEF ou pas, il faut le reconnaître. Avant, on retrouvait ça un peu dans Réumi. Mais bon, on a commencé à se disloquer un peu, on a commencé à tous partir. Donc, mais la jeunesse, les intellectuels de PASTEF aujourd'hui, sur le plan national, constituent une équipe très forte, très dense, très armée. Mais après les élections, les meilleurs ont été nommés ministres, directeurs généraux, ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps d'occuper les médias. Ils n'ont pas beaucoup de temps de revenir défendre. Or, c'est actuellement que le pouvoir a vraiment besoin de gens qui vont, je dirais, spatialiser, qui vont diffuser, qui vont rendre crédible et qui vont, je dirais, donner l'information et vendre un tout petit peu l'action de l'État. C'est maintenant qu'ils en ont le plus besoin. Donc, il va falloir peut-être, comme il a dit le grand journaliste Lassine Kaba, réfléchir un peu sur ce domaine-là, parce que c'est un domaine, le domaine de la communication est un domaine indéniablement nécessaire. Il faudrait aller aussi vers... Très bien, donc nous arrivons à terme de cet entretien. Donc, le doyen Camara, je vous laisse la parole pour conclure. Je vous laisse le dernier mot. Vous avez la caméra juste en face de vous. Donc, qu'est-ce que le dernier conseil que vous pouvez que vous pouvez donner aux acteurs politiques africains dans l'ensemble, rapidement. D'abord, il faut qu'on s'accepte et que nous soyons nous-mêmes. Je ne peux pas accepter qu'un continent qui est assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants et sur des puits de pétrole continue à être le dernier de la classe. C'est que quelque part, nous manquons de patriotisme. Ce que je crains, si la démocratie ne fonctionnait pas, un mandat renouvelable une seule fois, il y a des pays africains qui deviennent comme Haïti. Je le dis ici parce que ce que vous voyez en Haïti, si dès le départ, il y avait le système politique, un mandat renouvelable une seule fois, pour que les meilleurs gouvernent, Haïti ne serait pas là où il en est. Et il y a des pays africains qui peuvent malheureusement basculer dans ce cas-là. Donc, j'insiste, acceptons la démocratie, acceptons le changement, combattons le tribalisme, combattons tout ce qui est clanique. Les meilleurs doivent être aux avant-postes. Donc, je fais confiance à la jeunesse
Et je fais confiance surtout à cette nouvelle équipe sénégalaise qui doit se distinguer par sa conduite, qui doit se distinguer par la réalisation de projets concrets. Et je propose même qu'on fasse les assises contre le départ des jeunes Africains, qu'on le fasse à Dakar, qu'on le fasse à Conakry, qu'on le fasse à Bamako, parce que le continent est en train de perdre sa jeunesse. Et c'est le moment de lancer ce cri d'alarme. Les assises contre le départ des jeunes Africains, ça doit se tenir maintenant, en commençant par l'exemple sénégalais. Je vous remercie. Donc, un débat très enrichissant, un débat très animé. Et donc, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 et dans l'émission Face à l'Afrique. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci.